Alors bonjour sur cette nouvelle session de correction des examens des mathématiques, troisième année collège. Cette fois, ça va être pour la région de Casablanca-Stade, toujours l'année 2022. Et là, comme vous le voyez, donc c'est un examen qui comporte combien? Donc 1, 2, 3, 4, 5 exercices, comme d'habitude. Donc une et 5 exercices cette fois. Sans tarder, on commence par l'exercice numéro 1. Et on écrit exercice 1. Alors, la première question. Résoudre les deux équations, 5x plus 8 est égal à 6, et 2x moins 1 facteur de 2x plus 1 est égal à 0. Très bien, donc résolution, donc comme d'habitude, résolution de l'équation. Et j'écris mon équation qui est 5x plus 8 est égal à 6. Donc c'est une simple équation, donc il n'y a pas de fraction, il n'y a pas d'exposant, il n'y a pas de factorisation, donc on suit la règle, c'est-à-dire on va mettre les connus d'un côté et les inconnus d'un autre côté, et on peut écrire 5x est égal 6 moins 8, donc c'est 5x moins 2, donc x est égal à moins 2 sur 5. Donc, l'équation 5x plus 8 est égal à 6 admet une unique solution qui est moins 2 sur 5. D'accord? On attaque la deuxième équation. Résolution de l'équation 2x moins 1 facteur de 2x plus 3. Là aussi, c'est une équation simple, donc on a deux facteurs. Et comme d'habitude, on sait que pour résoudre cette équation, c'est que ce facteur est égal à 0 ou que ce facteur est égal à 0. Donc 2x moins 1 est égal à 0 ou 2x plus 3 est égal à 0. Donc c'est 2x est égal à 1, c'est-à-dire x est égal à 1 sur 2. Ou 2x est égal à moins 3, c'est-à-dire que x est égal à moins 3 sur 2. Et on écrit donc l'équation 2x moins 1 facteur de 2x plus 3 est égal à 0 admet deux solutions qui sont quoi? 1 sur 2 et moins 3 sur 2. Voilà. Maintenant, deuxième question. Résolution de l'inéquation, ou plutôt résoudre l'inéquation suivante. 3x moins 1 inférieur ou est égal à moins x plus 7. D'accord. Résolution de l'inéquation « 3x moins 1 inférieur ou est égal à moins x plus 7 ». Je mets les connus d'un côté et les inconnus d'un autre côté, puisque j'ai pas de fraction, j'ai pas d'exposant, j'ai pas d'expression un peu difficile. Donc c'est simple jusqu'à maintenant. Donc 3x plus x inférieur est égal à 7 plus 1. Donc c'est 4x inférieur est égal à 8. Donc x inférieur est égal à 8 sur 4. C'est 8 sur 4, c'est 2. Donc qui implique x inférieur est égal à 2. Donc, tous les nombres réels inférieurs ou égal à 2
sont solutions de cette inéquation. Sont solutions de cette inéquation. Jusqu'à maintenant, tout est clair et simple. Troisième question, petit a. Là, c'est un système, donc on me demande de résoudre le système. Il n'y a pas une méthode bien spécifique qui nous demande, donc j'ai le choix. Donc une méthode algébrique, soit par combinaison linéaire, soit par substitution. J'écris mon système où je dis carrément résolution du système suivant. Mon système s'écrit 3x plus 2y est égal à 23 et 2x plus y est égal à 14. Maintenant, pour faire la combinaison linéaire, je dois revoir les termes de mon inconnu x et de mon inconnu y. Là, pour avoir une combinaison linéaire, je dois multiplier pour éliminer y, plutôt pour éliminer x, donc je dois multiplier la première par moins 2 et la deuxième par 3. Comme ça, j'aurai moins 6 ici, et ici, j'aurai 6. D'accord? Sinon, je peux faire la méthode de substitution, parce que là, j'ai uniquement un y, je peux écrire y en fonction de x, ça va me donner y est égal à 14 moins 2x, et je substitue le y ici dans la première équation par l'expression que je vais sortir. On peut faire ça. D'accord? Donc, méthodologie choisie. On va dire par substitution, parce que je vois que c'est plus pratique pour moi. Par substitution. Et j'écris. On va dire que ça, c'est la première équation, et ça, c'est la deuxième équation. Dans la deuxième équation, on peut écrire que 2x plus y est égal à 14, soit y est égal à 14 moins 2x. Je vais la noter 3. Remplaçons ou substitution, on va substituer en remplaçant l'équation 3 dans l'équation 1 du système. D'accord? Qu'est-ce que je vais dire? J'ai 3x plus 2y est égal à 23. Maintenant, je substitue. On sait que y est égal à 14 moins 2x. Donc, je vais substituer tout ça dans ça. 3x plus 2 fois 14 moins 2x est égal à 23. Et là, je simplifie. 3x plus 2 fois 14, ça fait 28. Moins 2 fois 2, ça fait 4x est égal à 23. Donc du coup, j'aurai moins x qui est égal à 23 moins 28. C'est moins x est égal à moins 5. Donc x est égal à 5. Très bien. Maintenant, je viens de déterminer la première solution. Maintenant, remplaçons la valeur x est égal à 5 dans l'équation 3. Qu'est-ce que j'ai? L'équation 3 est égale à quoi? C'est y est égal à 14 moins 2x. Maintenant, si je remplace par x est égal à 5, or x est égal à 5. Donc,
y est égal à 14 moins 2 fois 5 est égal à 14 moins 10 est égal à 4. Donc, y est égal à 4. Ainsi, le couple 5, 4 est l'unique solution du système étudié. D'accord? On peut mettre ça en bleu pour faire apparaître les choses. Très bien. Maintenant, on passe à la question 3b, donc petit b. C'est un petit problème. Donc, ils me disent quoi? Résolution, bah, chez un marchand de légumes, on m'a racheté 3 kg de pommes de terre, d'accord, et 2 kg de tomates avec un montant de 23 dirhams. Chez le même marchand, Amina achète 6 kg de pommes de terre et 3 kg de tomates avec un montant de 42 dirhams. Déterminez le prix d'un kilogramme de pommes et le prix d'un kilogramme de tomates. C'est le problème le plus facile que j'ai jamais vu. Donc, résolution. On suit le schéma qu'on suit toujours, hein. Donc, résolution du problème. Quelles sont les étapes à suivre? Ben, je vais les écrire. À chaque fois, je dois écrire les étapes. Donc, la première étape, c'est le choix des inconnus. La deuxième étape, c'est quoi? C'est la mise en système. La troisième étape, c'est quoi? C'est la résolution du système. Et la quatrième étape, c'est retour au problème. Ça, il faut l'apprendre, hein. Retour au problème. Vérification. Et réponse aux questions du problème. D'accord? Et je commence par la première étape. Le choix des inconnus. Le choix des inconnus, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est simple. Vous allez revenir aux questions du problème. Les questions du problème, ça va vous donner les inconnus qu'il faut choisir. Là, il me demande quoi? Le prix d'un kilogramme de pommes. Donc, soit X. Le prix. Je reprends la question. Le prix d'un kilo de pommes de terre. C'est simple. Et soit Y, le prix d'un kilogramme de tomates. Donc, depuis la question, je tire les inconnus. Le prix d'un kilogramme de tomates. Deuxième étape, c'est la mise en système. La mise en système, comme je vous ai dit, il faut revenir à l'énoncé du problème. Et toujours dans l'énoncé, vous avez deux phrases. La première phrase vous allez la traduire en première équation. Et la deuxième phrase, vous allez la traduire en deuxième équation. Donc, on reprend la première phrase. Omar a acheté 3 kg de pommes de terre, c'est la première phrase. Et 2 kg de tomates. Avec un montant de 23 dirhams. Donc, quoi?
Donc 3 fois x plus 2 fois y est égal à 23. C'est simple. D'accord? 3, parce que 3 kilos, et x c'est le prix d'un kilo de pommes de terre. Et 2, il a acheté 2 kilos, et le prix d'un kilo, le prix d'un kilo de tomates, c'est y. C'est notre inconnu. Bah, le total, il a payé 23. Donc c'est 3 fois x plus 2 fois y est égal à 23. Et ça, c'est la première équation. La deuxième phrase. Amina a acheté quoi? Donc elle a acheté cette fois 6 kg de pommes de terre. Et combien de tomates? Et 3 kg de tomates. Elle a payé combien? Avec un montant de 42 dirhams. Donc, je peux écrire mon équation. 6 kg fois x, parce que x c'est le prix de la pomme de terre, plus 3 fois y est égal à 42. Ça, c'est ma deuxième équation. Par contre, là, je vois que cette équation ne ressemble pas à l'équation de mon système. Mais par contre, je vois que je peux diviser ici par 3, je peux diviser ici par 3, et je peux diviser ici par 3. D'accord? Ben justement, ce qui implique, simplifions, et on aura 6 sur 3, ça fait 2x, 3 sur 3, ça fait 1, donc c'est y, et 42 sur 3, ça fait 14. Et ça, c'est ma deuxième équation. Donc, mon système s'écrit 3x plus 2y est égal à 23 et 2x plus y est égal à 14. Et c'est le système que j'ai résolu tout à l'heure. Maintenant, la troisième étape, c'est la résolution du système. Et la résolution, ça ne nécessite pas nécessairement de le résoudre, parce qu'on l'a déjà résolu. Donc, d'après la question 3a, le couple, on a trouvé combien? 5, 4. Est l'unique solution de notre système qui s'écrit 3x plus 2y est égal à 23 et 2x plus y est égal à 14. Très bien. Maintenant, quatrièmement, c'est quoi? C'est retour au problème et vérification. Maintenant, il va falloir vérifier. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Omar, qu'est-ce qu'il a acheté? Il a acheté quoi? Il a acheté 3 kg de pommes de terre, donc 3 fois 5, pardon. Et qu'est-ce qu'il a acheté? Il a acheté 2 kg de tomates, fois 4. Ça est égal à combien? 3 fois 5, ça fait 15. Et 2 fois 4, ça fait 8. Et 15 plus 8, c'est 23. Donc, c'est vérifié. Par contre, Amina, qu'est-ce qu'elle a acheté? Elle a acheté 6 kilos. Je dois pas mettre 2 et 1. Non, il faut que je revienne au problème. Donc, elle a acheté 6 kilos de pommes de terre, fois 5. Elle a acheté combien de... Elle a acheté 3 kilos de pommes, plutôt de tomates. Donc 3 fois 4. Donc 6 fois 5, ça fait 30. Et 3 fois 4, ça fait 12. Et 12 plus 30, ça fait 42. C'est 42 dirhams. Et elle est vérifiée.
D'accord? Et maintenant, je reviens à mon problème. Qu'est-ce que je dis? Donc, le prix d'un kilogramme de pommes de terre est 5 dirhams et le prix d'un kilogramme de tomates est 4 dirhams. Pas cher quand même. D'accord? Et ben voilà la résolution de notre problème. Voilà, donc c'était la correction du premier exercice et on passe à l'exercice numéro 2. Alors l'exercice 2, c'est 2 points, c'est les statistiques. Donc le tableau suivant représente la répartition des notes de mathématiques de 40 élèves. Très bien. Donc valeur de caractère. D'accord. Ce sont les notes. Donc il y en a qui ont eu 8, 10, 11 sur 20, 15 sur 20, 17 et 18 sur 20. Très bien. Donc c'est des petites valeurs, des valeurs qui sont croissantes, donc c'est une série statistique discrète en valeur. Et on me donne aussi l'effectif, donc le nombre d'élèves. Il y en a 3 qui ont eu 8 sur 20, 7 qui ont eu 10 sur 20, 12 qui ont eu 11 sur 20, 13 personnes qui ont eu 15 sur 20, 3 qui ont eu 17 sur 20 et 2 personnes qui ont eu 18 sur 20. D'accord, on a compris le tableau. Maintenant, on me demande pour la première question déterminer le mode de cette série statistique, donc c'est une question classique. Deuxièmement, déterminer la médiane aussi, donc très bien, donc un paramètre de position. Et on me demande en dernier de calculer la moyenne arithmétique de cette série statistique. Donc c'est 3 questions qui sont classiques, faciles, 2 points, c'est à la portée. Et on commence par la première question. Donc premièrement, déterminons le mode. Déterminons le mode de cette série. Alors, pour déterminer le mode, il faut chercher l'effectif le plus grand. Donc, dans la case ou dans la ligne de l'effectif, c'est-à-dire le nombre d'élèves, qu'est-ce qu'on a? On a 3, 7, 12, 13, 3 et 2. Donc, la valeur la plus grande, c'est 13. Et 13, elle correspond à quoi comme valeur de caractère? Ou elle correspond à quoi comme note? Elle correspond à 15. Donc, le mode de cette série statistique est 15. Et on écrit 3 phrases. Donc, l'effectif, c'est-à-dire nombre d'élèves, le plus grand est, donc selon le tableau, 13 est la valeur du caractère, c'est-à-dire les notes, qui correspond à cet effectif et 15. Donc, le mode de cette série statistique discrète en valeur est 15. Très bien. Deuxième question. Déterminer la médiane de cette série statistique. Donc, déterminons la médiane. Donc, c'est un paramètre de position. On a vu ça dans le cours. Déterminons la médiane de cette série statistique.
statistique. Donc, pour déterminer la médiane, qu'est-ce que j'aurais besoin? J'aurais besoin de l'effectif cumulé, donc je vais pas dans le tableau, donc je vais le calculer. Et j'aurais besoin aussi de l'effectif total. Donc, déterminons tout d'abord, calculons l'effectif cumulé. Donc, je vais reprendre le tableau. Je vais écrire valeur du caractère, c'est-à-dire les notes, l'effectif, c'est-à-dire le nombre d'élèves, et l'effectif cumulé. Alors, j'ai déjà comme valeur 8, 10, 11, 15, 17 et 18. Très bien. J'ai 3 élèves qui ont 8, 7 élèves qui ont 10, 12 élèves qui ont 11, 13 élèves qui ont 15, 3 élèves qui ont 17 et 2 élèves qui ont 18. Maintenant, c'est à moi de déterminer l'effectif cumulé. Comment je fais ça? Je prends la première valeur, c'est 3. Je l'additionne avec 7, ça va me donner 10. Je l'additionne avec 12, ça va me donner 22. Je l'additionne avec 13, ça va me donner 35. Je l'additionne avec 3, ça va me donner 38. Et je l'additionne avec 2, ça va me donner 40. Effectivement, c'est l'effectif total. Parce que dans l'énoncé, on nous a dit répartition des notes de mathématiques de 40 élèves. Donc ça, c'est le n est égal à 40. Mais ça n'empêche, on va le déterminer. Calculons la moitié de l'effectif. J'aurai besoin de la moitié de l'effectif total pour calculer la médiane. De l'effectif total. Donc n est égal à quoi? C'est 7 plus 3 plus 7 plus 12 plus 13 plus 3 plus 2. C'est ça la somme des effectifs. Je peux écrire 3 plus 7 plus 12 plus 13 plus 3 et plus 2. Donc n est égal à combien? 13 plus 12 ça fait 15, plus 10 ça fait 25, 25 plus 10 ça fait 35, plus 5 ça fait 40. Donc n sur 2 est égal à 40 sur 2 est égal à 20. Très bien. Et pour calculer la médiane, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche l'effectif cumulé le plus petit supérieur ou égal à 20. Est-ce que 3 est supérieur ou égal à 20? Non. Est-ce que 10 est supérieur ou égal à 20? Non. Est-ce que 22 est supérieur ou égal à 20? Oui. Est-ce que 35 l'est? Oui. 38 l'est aussi et 40 l'est aussi. Mais lequel des 4 je vais prendre? Je vais prendre le plus petit, le 22. On a l'effectif cumulé le plus petit supérieur ou égal à 20. Et c'est quoi cet effectif? C'est 25. D'accord? 22, pardon. Très bien. Donc l'effectif cumulé le plus petit, supérieur ou égal à 20, et 22. Et 22, ça correspond à quoi exactement? Ça correspond
à 12. Et ça correspond à 11. D'accord? Or, la valeur du caractère correspondant à cet effectif cumulé, je peux le mettre entre parenthèses 22, et c'est quoi? C'est 11. Donc, la médiane de cette série statistique discrète en valeur est 11, tout simplement. Et je passe à la troisième question, la dernière. Calculer la moyenne arithmétique de cette série statistique. Calculons la moyenne c'est un paramètre de position aussi, hein. Donc la moyenne arithmétique de cette série statistique. La règle, qu'est-ce qu'il dit? M est égal à quoi? La somme des produits, donc c'est la somme des produits de la valeur du caractère fois l'effectif. Ça, on l'a vu pas mal de fois. Donc c'est 8 fois 3, plus 8, plutôt 10 fois 7, plus 11 fois 10, plus 15 fois 13, plus 17 fois 3, plus 18 fois 2. D'accord. Donc M, c'est quoi? Donc c'est 8. Je prends le stylo noir. Donc c'est 8 fois 3, plus 10 fois 7, plus 11 fois 12, plus 15 fois 13, plus 17 fois 3, plus, je vais réduire un petit peu, « 18 fois 2. Le tout, bien sûr, sur l'effectif total. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est le produit, c'est la somme des produits, la valeur, plutôt la valeur du caractère, fois l'effectif sur l'effectif total. Et l'effectif total, c'est 40. Donc, si je fais une opération de tout ça, j'aurai combien? Il va falloir, c'est 8 fois 3, ça fait 24, 70, 11 fois 12, c'est 132, 15 fois 3, c'est 195, 17 fois 3, c'est 51, et 18 fois 2, ça c'est 36, donc sur 40. Donc M est égal à 508 sur 40. Et si on fait un calcul, une calculatrice, qu'est-ce qu'on a? 508 sur 40. Alors, 508 divisé par 40. Ben, c'est 127 sur 10 ou 12,7. On va maintenir 12,7. Donc, M est égal à 12,7. Et c'est ça, la moyenne de ma série statistique. Ben, vous pouvez même mettre M est égal à 127 sur 10. Ça aussi, c'est une solution, si vous voulez garder une fraction. Voilà, donc c'était pour l'exercice 2, et on passe à l'exercice numéro 3. Et on attaque l'exercice numéro 3. Donc, exercice 3.
Donc, ils disent quoi? Donc, c'est un exercice de 4 points, très bien. Donc, ils parlent des fonctions linéaires et fonctions affines. Première question. Soit f la fonction affine, on commence par la fonction affine, telle que f de 0 est égal à moins 3, f de 1 est égal à moins 1. Très bien, donc la première question. F est une fonction affine. Avec quoi? Avec f de 0 qui est égal à moins 3. Et f de 1 est égal à moins 1. Très bien. Donc la première question vérifie que f de x est égal à 2x moins 3. Petit a, vérifions que f de x est égal à 2x moins 3. Donc là, la question elle est simple. On l'a déjà vu dans le cours et pas mal de fois. Qu'est-ce que je vais faire? Donc là, j'ai déjà deux informations. J'ai que f est une fonction affine, donc je sais comment ça elle s'écrit. J'ai deux images. L'image de 0 par f est égale à 3 et l'image de 1 est égale par f est égale à moins 1. Donc on va reprendre ce qu'on a vu dans le cours. On a f est une fonction affine. Donc, elle s'écrit comment? Elle s'écrit f de x est égal à x plus b, avec a et b sont deux nombres réels à déterminer. Très bien. Et on commence par déterminer a et b. Déterminant a, qui est le coefficient de cette fonction. Très bien. Alors, pour déterminer a, qu'est-ce qu'on a vu dans le cours? On sait que a, le coefficient est égal à quoi? C'est f de x moins f de x' sur x moins x'. Ça, on l'a vu dans le cours. Pour mon cas, on a quoi? On a deux images. On a f, c'est pour ça qu'on nous a donné f de 0 et de f de 1. f de 0 est égal à moins 3. Et nous avons f de 1 qui est égal à moins 1. C'est ça? Ouais. Et bien là, je remplace. Pour mon cas, le x c'est 0 et le x' c'est le 1. Ou l'inverse. Dans les deux cas, ça va donner le même résultat. Donc je dis f de 0 moins f de 1 sur 0 moins 1. J'espère que vous avez compris ça. On l'a déjà fait. Donc a est égal à combien? Je remplace f de 0 par moins 3. Et je remplace f de 1 par moins 1. Sur 0 moins 1. Est égal moins 3 plus 1 sur moins 1. Est égal à moins 2 sur moins 1. Donc a est égal à 2. A est égal à 2. Très bien. On vient de déterminer A. Maintenant, déterminant B. Déterminant B. On a. Pardon. On a. F de x, maintenant, il s'écrit comment? C'est 2x plus b. Parce que là, j'ai déjà trouvé le a, qui est égal à 2. Et on a quoi? On a et f de 0 qui est égal à moins 3 et f de 1 qui est égal à moins 1. Maintenant, je vais remplacer le x par l'une des deux images. Et je dis quoi? Soit f de 0 qui est égal à 2 fois 0 plus b. F de 0 c'est quoi? C'est moins 3 est égal à 2 fois 0, c'est 0 plus b.
Donc B, effectivement, est égal à moins 3. Sinon, je peux utiliser l'autre image, soit f de 1, qui est égal à quoi? 2 fois 1, plus B. F de 1, c'est quoi? C'est moins 1. Donc 2 fois 1, ça fait 2, plus B. Donc B est égal à moins 1, moins 2. Donc B est égal à moins 3. Donc dans les deux cas, je trouve moins 3. D'accord? Ainsi, f de x est égal à 2x moins 3. Et là, je viens de montrer effectivement que f de x a la bonne expression. Très bien, donc ça c'était pour la première question. Deuxième question, petit b. Déterminer l'image de 5 par la fonction f. Déterminons l'image, plutôt le nombre. Non, l'image de 5. L'image de 5 par f. Ça, c'est une question simple, ça. Par f. On a f de x qui est égal à 2x moins 3. Et on remplace. Donc, f de 5 est égal à 2 fois 5 moins 3. 2 fois 5, ça fait 10, moins 3. Donc, f de 5, ça donne quoi? 7. Et voilà la réponse. D'accord? Petit c. Déterminer le nombre qui a pour image le nombre 8 par la fonction f. Maintenant, c'est l'inverse. Donc, déterminons le nombre qui a pour image 8 par f. Alors là, on a déjà vu. Cette fois, c'est pas de calculer f de 8. Non. C'est de calculer le nombre x qui donnera comme image 8. D'accord? Donc ça revient à écrire quoi? Ça revient à écrire f de x est égal à 8. Remplaçons f de x par son expression. Et trouvons x. 8 plus 3 sur 2. Ça fait 11 sur 2. Donc, le nombre est 11 sur 2. Soit l'image de 11 sur 2 qui va me donner 8. D'accord? Très bien. Maintenant, on va passer à la question numéro 2. On considère la fonction linéaire g telle que g de 4 est égal à moins 2. Très bien. On a g est une fonction linéaire. On connaît les propriétés d'une fonction linéaire. Donc elle passe par l'origine du repère. Tel que quoi? G de 4, on nous donne la première image, g de 4 est égal à moins 2. Déterminer le coefficient, petit a. Déterminer le coefficient de la fonction linéaire g. Déterminons le coefficient de la fonction g. Très bien. Donc selon le cours, a est égal à quoi? C'est g de x sur x. Pourquoi? Parce que c'est une fonction linéaire. Or, on a quoi? On a g de 4 qui est égal à moins 2. Ben, je vais remplacer tout simplement. Donc a est égal à quoi? C'est g de 4 sur 4.
A est égal, G de 4 est égal à moins 2 sur 4. Donc est égal à moins 1 sur 2. D'où f de x est égal à moins 1 sur 2 à x, pardon. Voilà, ils nous ont demandé de calculer uniquement le coefficient a, mais on peut écrire f de x est égal à moins 1 sur x. On va voir. Écrire g de x en fonction de x. Ben voilà, c'est la deuxième question. Donc petit b. Écrivons g de x en fonction de x. Ben c'est simple. On a le coefficient de g est a qui est égal moins 1 sur 2. On sait que la fonction g est une fonction linéaire qui s'écrit comment? G de x égale à ax. Donc, on remplace et on obtient g de x qui est égal à moins 1 sur 2 x. D'accord? Maintenant, petit c, tracer la représentation graphique de la fonction g dans un repère orthonormé. C'est facile cet exercice. Il n'y a pas plus facile que ça. Donc, traçons. Il y a d'autres questions? Non, l'exercice 4. Non. Traçons la représentation graphique de la fonction g. Très bien. Qu'est-ce qu'on a? On a g de x qui est égal à moins 1 sur 2x. On a calculé quoi? On a g de 4 qui est égal à moins 2. Et de ça, je peux dire que la droite, ou plutôt on va dire que c'est la droite, on va dire que la droite delta, la représentation de g, son équation réduite est y est égale à moins 1 sur 2x. Et puisque nous avons l'image de 4 et moins 2, donc on peut définir le premier point A de coordonnées 4 moins 2. Et puisque la fonction est une fonction linéaire, sa représentation passe par l'origine au 0, 0. Donc j'ai deux points, j'ai l'équation réduite, donc je peux tracer la droite. Et on fait sortir la règle, prendre le stylo marron, on va tracer l'axe des ordonnées, on va tracer l'axe des abscisses, x, y, le point O qui nous intéresse. On va dire que I, c'est ici, et J, c'est ici. Donc on a quoi? On a le point O, et nous avons besoin de tracer, plutôt de représenter le point A, qui est de couple de coordonnées 4 moins 1. 4, donc c'est 1, 2, 3 et 4. C'est ici 4. Moins 2, ça fait moins 1 et moins 2. Je sors la règle. Donc la droite qui passe par moins 2, parallèle à l'axe des abscisses qui passe par moins 2, c'est ici. Et la droite qui passe par 4 est parallèle à l'axe des ordonnées, c'est plutôt ici. L'intersection est le point A. Et bien là, je peux tracer ma courbe, qui est une droite qui passe par l'origine, et pour le point A. Très bien.
Voilà. Et je peux dire que ça, c'est delta y est égal à moins 1 sur 2x. Voilà, donc ça c'est la représentation graphique de la fonction g. Une droite qui passe par l'origine, qui passe par le point A, du couple de coordonnées 4 et moins 2. Voilà pour l'exercice 3, donc c'était facile, hein. Donc jusqu'à maintenant, les 3 exercices, c'est à la portée. Et on passe à l'exercice numéro 4. Alors, exercice 4. Il est sur 6 points. D'accord, ben c'est très bien. C'est le plus grand exercice. Donc, dans le plan muni d'un repère orthonormé OIJ, on considère les points A de couple de coordonnées 1, 3, B de couple de coordonnées 2, 0 et C de couple de coordonnées 3, 1. Très bien. Première question, représenter les points A, B et C. D'accord. Donc, représentation des points A, B et C. Donc, la représentation, ça veut dire dessiner. Donc, il va falloir dessiner dans un repère orthonormé OIJ. Donc, d'un point, on doit tracer le repère, orthonormé bien sûr OIJ, et de mettre ou de tracer ou de représenter les points A, B et C. On prend la règle, le stylo marron comme d'habitude. On trace l'axe des ordonnées et on trace l'axe des abscisses. Non. Voilà. Notre axe. Donc ça va être l'axe des X, axe des Y. C'est un repère orthonormé O. On va prendre deux petits carreaux étant l'unité. Donc on va prendre ça I et ça le J, le point J. Donc la première des choses, je dois tracer le point A de couple de coordonnées 1, 3. Donc 1, c'est ici, et 3. Donc 1, je vais tracer la droite qui passe par 1 et qui est parallèle à l'axe des ordonnées. Et je dois tracer maintenant l'axe qui passe par 3. 1, 2 et 3. Donc ici c'est 1, 2 et 3. Ici c'est 1. Ça c'est un petit 1. Et voilà mon point. Attends. Voilà. C'est ici mon point A. Et le point B, 2, 0. Donc 2, c'est ici. Et 0, ça va rester sur l'axe des abscisses. Donc le point B, c'est ici. À côté de I. Et le point C, 3, 1. Ben, 3, c'est ici. Et 1. Donc l'axe qui passe par 3 qui est parallèle à l'axe des ordonnées. Et la droite qui passe par 1 et qui est parallèle à l'axe des abscisses. L'intersection n'est rien que le point C. Voilà, donc la représentation des 3 points. Voire 5 points. C'est un repère orthonormé. Parce que ça aussi c'est un point I, ça c'est un point J et le point O. Donc 3, 3. Donc on a 6 points là. Très bien. Ça c'est la représentation. Deuxième question. Petit a. Déterminer les coordonnées du vecteur AB. Très bien. Déterminant, ça c'est classique. Déterminant les coordonnées du vecteur AB. Il n'y a pas plus facile que ça. Donc AB, la règle, qu'est-ce qu'il me dit? C'est XB moins XA, point virgule, YB,
moins YA. Pourquoi? Ben, je répète la même chose parce que A, c'est l'origine du vecteur et B, c'est l'extrémité du vecteur. Et toujours, je fais l'extrémité moins l'origine. L'extrémité moins l'origine. Ça, c'est connu. Et on fait AB, on applique. XB, c'est 2. Moins XA, c'est 1. YB, c'est 0. Et YA, c'est 3. Donc AB, le vecteur AB, c'est 2 moins 1, ça fait 1. Et 0 moins 3, ça fait moins 3. Très bien. Ça, c'est mon vecteur. Plutôt, c'est le couple de coordonnées du vecteur. D'accord? Très bien. Maintenant, calculer la distance AB. Petit b, calculons la distance AB. Ça, on l'a vu dans le cours aussi. Donc AB, c'est quoi? C'est la racine de XB moins XA à la puissance 2 plus YB moins YA à la puissance 2. Et je ferme ma racine. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est le couple de coordonnées que je viens de calculer. Donc ça est égal à 1 et celui-là est égal à moins 3. Ben, c'est ce que je vais faire. Donc AB est égal à la racine de 1 à la puissance 2 plus moins 3 à la puissance 2. Et je ferme ma racine. Donc AB est égal à 1 plus 3 fois 3, ça fait 9. Donc c'est racine de 10. Très bien. Jusqu'à maintenant, ça va. Troisième question. Montrer que l'équation réduite de la droite AB et Y est également 3x plus 6. Montrant que l'équation réduite de la droite AB et Y est égal à moins 3x plus 6. On suppose, on va appliquer la règle, on suppose que Y est égal à mx plus p et l'équation réduite de la droite AB avec m et p deux nombres réels à déterminer. Ça, c'est classique. D'accord? Maintenant, déterminant m, qui est quoi? C'est la pente ou le coefficient directeur. C'est la pente de la droite AB. Eh bien, si on parle de la droite AB, on parle des deux points A et B. Parce que déjà, le nom de la droite, c'est AB. Donc AB est la droite qui est par défaut nommée en utilisant deux points, le point A et le point B. On n'a pas dit la droite D ou la droite delta, on a dit la droite AB. Donc on a implicitement inclus le point A et le point B. Donc systématiquement, je vais utiliser les coordonnées du point A et les coordonnées du point B. D'accord? Donc, la pente M est égale à quoi? C'est YB moins YA sur XB moins XA. Vous allez me dire, oui, mais pourquoi vous avez commencé par le B? Ben, je peux commencer par le A. C'est YA moins YB sur XA moins XB. Ça va donner la même chose. Donc M est égal, YB c'est 0, moins YA c'est 3, sur XB 2 moins 0. Et ça c'est égal à moins 3 sur... Attends, XB c'est 2 et XA c'est 3. J'allais faire une erreur. C'est 3.
Donc 2 moins 3. Moins 1. Donc 2 moins 1, ça fait 1 est égal à moins 3. Donc la pente M est égale à moins 3 et l'équation réduite de la droite AB s'écrit Y moins 3X plus P. Maintenant, déterminons P. Et P, c'est quoi? C'est l'ordonnée à l'origine. De la droite. Très bien. Comment je pourrais calculer P? Ça, on l'a déjà vu. On a le point A du couple de coordonnées 1, 3 qui appartient à la droite AB. Et nous avons aussi le point B du couple de coordonnées 2, 0 qui appartient aussi à la droite AB. Donc je vais utiliser le couple de coordonnées pour déterminer le P. On a Y est égal à moins 3X plus P. Remplaçant par l'une des deux couples de coordonnées A ou B, comme vous voulez. Et on écrit YA est égal à moins 3XA plus P. YA et XA, c'est connu, on va remplacer. Donc YA, c'est 3, moins 3 fois XA. XA, c'est 1, plus P. Donc P est égal à 3, plus 3 fois 1, c'est 3, ça donne 6. Donc P est égal à 6, et, non, et la droite AB, son équation réduite Y est égale à moins 3X plus 6. Très bien. Voilà. Voilà pour la question 3 et on passe à la question 4. Déterminer l'équation réduite de la droite delta, cette fois, donc c'est notre droite, passant par le point C parallèle à la droite AB. Très bien, donc ça aussi c'est une question classique. Déterminant l'équation réduite de la droite delta parallèle à la droite AB et passant par le point C du couple de coordonnées comment 3, 1. On va utiliser la règle du cours, on suppose toujours. Donc on suppose que Y est égal à m'x plus P', cette fois, pour différencier de ce qu'on a écrit tout à l'heure pour l'équation de la droite AB. On suppose que Y est égal à m'x plus P', équation réduite de la droite AB, de la droite delta. Avec M' et P', deux nombres réels à déterminer. Très bien. Déterminant M', la pente de delta. Comment je vais la déterminer? J'ai pas deux points pour calculer, pour appliquer la règle de M est égal à Y, Y moins YC par exemple. Non, j'ai pas deux points, j'ai un seul point. Mais par contre, ils me disent que la droite delta est parallèle à AB. S'il est parallèle, on a les deux pentes qui sont égaux. Donc on a delta et AB sont parallèles. Donc
m' va être égal à m, va être égal à moins 3. Donc, delta, son équation s'écrit y moins 3x plus p'. C'est facile. Maintenant, déterminant p'. Déterminant, et bien c'est là où je vais utiliser le point C. Déterminant p'. Ordonnée à l'origine. On a C qui appartient à la droite delta. Donc, YC est égal à moins 3XC plus P'. On va remplacer YC. C'est combien? C'est 1. Moins 3 fois 3 pour XC plus P'. Donc P' est égal à 1 plus 3 fois 3, ça fait 9, est égal à 10. Donc P' est égal à 10. Et l'équation réduite de la droite delta, Y est égal à moins 3x plus 10. Voilà, c'est réglé. D'accord. Très bien. Donc, quoi d'autre? Donc la question 5. Jusqu'à maintenant, ça va. Donc, soit T la translation qui transforme A en C. Très bien. Translation petit t de vecteurs AC. Ça, c'est noté. Construire le point E, l'image du point B par la translation T. D'accord. Petit a. Avant de tracer ce point, on aura besoin de quoi? On aura besoin d'écrire quelques petites phrases. On a E est l'image du point B par la translation petit t de vecteurs, il faut écrire tout ça comme ça, de vecteurs AC. Donc, qu'est-ce que vous concluez selon le cours? Donc, le vecteur AC va être égal à quoi? B, E. Donc, la translation transforme le point A en point C. Et bien, de même, va me transformer le point B en point E. Avec la distance AC qui est égale à la distance BE. Et qu'est-ce que je peux dire? AC, E, B est un parallélogramme. Et, attends, et AC, E, B est un parallélogramme. Et si ACEB est un parallélogramme, qu'est-ce que je peux rajouter? Parce que j'ai besoin de deux distances pour tracer le point. Voilà la première distance. AC est égal à BE, c'est une distance qui est égale à cette distance. Mais j'aurais besoin d'une autre distance. Vous vous rappelez avec le compas. Donc j'aurais besoin de la première distance et la deuxième distance pour que je puisse tracer le point E. J'ai la première distance, mais sachant que ACEB est un parallélogramme, vous pouvez le tracer. Hein, donc un parallélogramme, c'est toujours 4 points comme ça. Là, vous avez ACEB. Donc ACEB. On vient de tracer AC qui est égal à BE. Il reste AB qui est égal à CE. Et AB qui est égal à CE. Avec la distance AB qui est égale à la distance CE. C'est fini. Donc j'ai la première distance et la deuxième distance. Maintenant, je peux tracer le point E. On va revenir à notre représentation. J'ai pas de compas ici. Par contre, je vais utiliser que la règle. Très bien. J'ai le ACEB. Donc voilà AC.
Très bien. Qui va être égal à BE. Donc BE va être quelque part ici. Donc 45, ça va être quelque part ici. Et j'ai la distance AB qui doit être égale à la distance CE. On a à peu près ici. Hein. Voilà le point E. Ça, c'est la représentation sans utiliser un compas. Parce qu'il y a des graduations, ça vous pouvez le faire directement. Donc ça, c'est facile. Très bien. Donc le point E est tracé. Quoi d'autre? Alors, question quoi? Question déterminer les coordonnées du point E. Petit b. Déterminant les coordonnées du point E. Ben, on vient de le tracer. Ben, soit on le détermine graphiquement, soit on le détermine algébriquement. Graphiquement, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, si je fais la projection de cette intersection, tac, 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 et la projection de l'autre côté, ici c'est 4, ici c'est moins 2. Donc ça c'est la détermination graphique, 4 moins 2. Mais on va le vérifier aussi algébriquement, comme ça on est sûr et tranquille. Donc, graphiquement, parce qu'ils n'ont pas spécifié, hein. Donc graphiquement, bon, vous pouvez le dire graphiquement, mais pour être sûr, vous les faites par les deux méthodes, quoi. Donc graphiquement, on a E et de coordonnées moins 2. Très bien. Algébriquement, qu'est-ce que je peux dire? C'est en utilisant les vecteurs. Voilà ce que je peux utiliser. Ou sinon ça. Parce que je connais le couple de coordonnées de A, de B et de C. Et je ne connais pas celui de E. Et puisqu'on a calculé déjà le vecteur AB, on va utiliser celle-là. Là aussi, on peut utiliser. Donc, on a le point A, on a son couple de coordonnées. De même pour C, de même pour B. Mais là, il va falloir calculer les coordonnées du vecteur AC. On va utiliser cette équation. D'accord? On sait que le vecteur AB est égal au vecteur CE. Très bien. Or, AB, on l'a calculé, c'est combien? C'est 1. On l'a calculé tout à l'heure, c'est 1 moins 3. 1 moins 3. Et, pardon, CE, le vecteur CE, ça je peux l'écrire, c'est XE moins XC, YE moins YC. Ça c'est clair. Extrémité, origine. Extrémité, origine, extrémité, origine. Très bien. Donc CE est égal, ou il a deux couples de coordonnées, XE, que je ne connais pas, moins XC. XC c'est 3. YE moins YC c'est 1. Très bien. Et bien, puisque AB, le vecteur AB est égal au vecteur CE, donc tout ça va être égal à quoi? Va être égal à 1. Et YE moins 1 va être égal à moins 3. Donc,
xe moins 3 est égal à 1 et ye moins 1 est égal à moins 3. Donc xe est égal à 1 plus 3, ça fait 4. Et ye est égal à moins 3 plus 1, moins 2, effectivement. Donc, E est de couple de coordonnées 4, moins 2. Donc c'est correct. Ce qu'on a fait tout à l'heure. Très bien. Ça, c'est intéressant. Maintenant, question C. Montrer que la droite delta est l'image de la droite AB par la translation T. Montrer que la droite delta est l'image de la droite AB. D'accord. C'est simple. D'après la question numéro 4, qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Ils nous ont dit que la droite delta passe par le point C et parallèle à la droite AB. C'est quoi cette question? D'accord. Ouais, on va utiliser ça, donc c'est déjà donné. Donc montrons que la droite delta étant l'image de la droite AB. Un peu maligne cette question. Par la translation T. Qu'est-ce qu'on a? On sait que la droite delta est parallèle à la droite AB et passe par le point C. Donc déjà, la droite delta, elle est parallèle à AB et passe par le point C. D'accord? Sachant que l'image du point A par la translation T est le point C, parce que c'est le vecteur, c'est le vecteur de translation, et le point C. Vous avez compris? Donc on a deux droites qui sont parallèles et l'image d'un point sur une droite se trouve sur l'autre droite. Vous avez compris? Je ne sais pas si vous avez compris. Parce que généralement dans le cours, qu'est-ce qu'on a vu? On a une droite avec deux points, une translation. L'image de cette droite par la translation T, il suffit de faire l'image du premier point, l'image du deuxième point, et ça va donner une droite qui est parallèle. Mais là, qu'est-ce qu'on a? On a déjà deux droites qui sont parallèles. Et nous avons un point qui, son image, appartient à l'autre droite. Donc c'est quoi? Donc systématiquement, cette droite est l'image de cette droite. Vous avez compris? C'est un peu malin, ouais. Donc on a la droite delta et AB qui sont parallèles. Et la droite delta passe par le point C. Et je sais que l'image du point A qui appartient à la droite AB est le point C qui se trouve sur la droite delta. Donc j'ai deux droites qui sont parallèles et l'image d'un point sur une droite se trouve sur la seconde droite. Donc systématiquement, l'image de cette droite, c'est l'autre droite. Donc ça veut dire que la première droite est l'image, c'est-à-dire que la droite AB, la première, est l'image de la seconde. Voilà, donc ça c'est assez malin. Sachant
que A appartient à AB et C appartient à delta, on conclut que l'image de la droite AB est dans la droite delta par la translation petit t. Très bien cette question, très très maligne quand même. Ouais, donc petit d, montrer que le point E appartient à la droite delta. Ben oui, hein. Je sais qu'elle appartient à delta. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai AB qui est égal à CE. Le vecteur AB est égal à le vecteur CE. J'ai le vecteur AB qui est égal au vecteur CE. Donc la droite AB est parallèle à la droite CE. Et je sais que delta, plutôt AB, est parallèle à delta. Et C appartient à delta. Donc delta est la droite CE. Vous avez compris? Donc EE appartient à delta, tout simplement. Voilà, donc on va voilà, c'est comme ça. On va réécrire tout ça correctement. Comme ça restera clean. Montrant. C'est des questions très très simples, mais qui demandent une réflexion. Montrant que le point E appartient à la droite delta. On sait que le vecteur AB est égal au vecteur CE. Parce que E, c'est l'image de C. Très bien. Oui, c'est l'image de C, mais par le vecteur AB, pas le vecteur AC. Juste pour vous dire. Donc ça, on l'a tiré donc, dans la première conclusion. Donc, la droite AB est parallèle à la droite CE. Ça, on l'a vu parce que c'est un parallélogramme. D'accord? Or, on sait quoi? On sait que la droite AB est... Non. Et... Ben non. Et la droite delta sont parallèles. Et le point C appartient à delta. D'accord? On conclut, directement, on conclut que les droites delta et CE sont confondues. Confondues, c'est-à-dire c'est la même droite. Ainsi, E appartient à la droite delta. C'est simple. Ça ne demande pas grand-chose. Très bien, très bien, très bien. Sixième question. Soit F le point du plan tel que... Voilà, ça c'est une question intéressante. Donc on a le point F tel que quoi? Tel que BF, très bien, qui est égal à BC plus BA. D'accord. Montrer que C est milieu de segment EF. Montrant
que le point C est milieu du segment. Alors là, il faut faire appel à la relation qu'on a vue dans le cours. Très important de maîtriser le cours, sincèrement. On a C milieu de segment EF. Qu'est-ce que je peux dire? Déjà, est-ce que vous avez maîtrisé votre cours? Si c'est milieu de segment EF, qu'est-ce que vous pouvez dire? Vous pouvez dire que CE plus CF, je parle des vecteurs, est égal à vecteur nul. Ça, il faut le maîtriser. Hein. Donc, il faut que j'arrive à montrer cette relation. Si je montre cette relation, ça veut dire que C est milieu de EF. Mais comment je vais faire pour sortir cette relation de cette expression? Alors, je vous laisse réfléchir. BF est égal à BC plus BA. Alors là, j'ai un F, mais j'ai besoin d'un C. Si j'introduis le point C ici, j'aurai un BC, j'aurai un BC ici. Donc je commence par ça, parce que ça m'a l'air d'être intéressant. Pourquoi j'ai commencé par le point C? Parce que moi je cherche ça. Et le seul point F que j'ai dans cette expression, c'est le point F, celui-là. Donc systématiquement, j'insère le C ici pour faire sortir le CF. C'est comme ça qu'on fait. Donc ceci devient BC plus CF est égal à BC plus BA. Je peux simplifier BC avec BC. Ça me reste CF, j'arrive. Je pense qu'on s'approche. Donc j'ai CF qui est égal à BA. Très bien, très bien, très bien. Où j'ai vu BA? BA, est-ce que je peux introduire E? Ben non. Non. BA dans la représentation. BA par rapport à CE. Ben oui. BA c'est EC. On a BA qui est égal à... Attends. BA qui est égal à EC. Ben oui, c'est ça. Donc BA, or, on sait que quoi? Que BA est égal à EC. Car, on va compléter, car notre parallélogramme, comme on l'a nommé, c'est un parallélogramme, c'était le moment où on a tracé le point E. ACEB. Car ACEB est un parallélogramme. Très bien. Ben donc, si j'ai ça, donc je peux remplacer. Je peux remplacer cette expression par cette expression. Donc, CF est égal à EC. Et si j'inverse les deux points, j'ajoute un signe moins. Donc, CF est égal moins CE. CF plus CE est égal vecteur nul. Et bien félicitations, on vient de montrer que effectivement, donc, effectivement, C est milieu du segment EF. Vous avez compris? Bah, il faut juste utiliser les paramètres de l'exercice. Hein.
Donc voilà, donc c'était la correction de l'exercice 4, 6 points quand même, 6 points avec deux questions que j'ai trouvées un peu, les trois dernières questions, ça demande un peu de réflexion, mais ça reste en général des questions simples, hein. Si vous avez bien fait les examens des années précédentes, pour moi ce stade ou ce niveau, vous allez l'acquérir en faisant au minimum 10 examens. Si vous faites des examens, avant d'entrer à votre examen, vous faites la correction de 10 examens, vous êtes sûr que vous allez avoir 20. Voilà, donc c'était pour l'exercice 4 et on passe à l'exercice 5. Exercice 5, c'est le dernier. Très bien. Dans la figure ci-contre, nous avons une pyramide, d'accord. SABCD est une pyramide de base, le rectangle ABCD. Et de hauteur SA, tel que AB est égal à 3 cm. Je note AB est égal à 3 cm. AD est égal à 8 cm. Très bien. Et SA qui est égal à 6 cm. Montrez que SD est égal à 10 cm. D'accord. SD. Donc je vais utiliser le triangle SAD. Déjà, une remarque. Le schéma, c'est pas un schéma qui reflète vraiment la réalité. Parce que là, on me dit que c'est un rectangle, parce que c'est une vue en 3 dimensions. Il faut se mettre ça dans la tête. Pourquoi? Parce que en 3 dimensions, parce que là, si vous remarquez un petit peu, SA, c'est la hauteur de la pyramide. Donc SA, c'est la hauteur. Et si je dis hauteur, ça veut dire qu'il est perpendiculaire à sa base. Donc déjà la base elle est comme ça. Très bien. Donc ça, il faut se mettre dans la tête que la hauteur elle est toujours perpendiculaire à la base. A, B, C et D. Et là je continue. C'est ce qu'il faut se mettre dans la tête. Mais là, je vais utiliser ce triangle SAD. Mais si j'utilise ce triangle SAD, je dois montrer qu'il est rectangle en A. Je sais que SA est perpendiculaire au plan. Mais il va falloir rajouter une phrase comme quoi la droite AD est perpendiculaire à la droite SA. Si c'est le cas, le triangle SAD est rectangle en A et on peut utiliser le théorème de Pythagore. C'est ça le but de cette question. Donc cette question, il y a une double réponse. Hein. Une double réponse, c'est-à-dire de montrer que SA est perpendiculaire à AD et après de dire le théorème de Pythagore, ainsi de suite, pour déterminer ST. Très bien. Montrant que SD est égal à 10 cm. Et on attaque ça. On a SA, le segment, et la hauteur de la pyramide. Donc, voilà ce que je conclus. Donc, la droite SA est perpendiculaire au plan A, B, C, D. Déjà, je montre, qu'est-ce que j'ai fait? Je commence par la donnée de l'exercice et je termine par une conclusion. Je conclus que SA, la droite SA est perpendiculaire au plan ABCD. Très bien. Maintenant, moi, je veux la droite AD. Qu'est-ce que je peux dire à la droite AD? Le plan ABCD. Elle est incluse au point A. Il faut ajouter le point au point A pour compléter ma réponse, effectivement. Très important, le point A. Parce que SA et DA ou AD vont se croiser sur le point A. Ce qui m'intéresse, c'est le point A. Très bien. On a la droite AD est incluse dans le plan ABCD et passe, c'est normal,
parce que son nom c'est AD et passe par le point A. Donc, la droite SA et AD sont perpendiculaires. Si vous avez compris ça, tant mieux. Si vous n'avez pas compris, il va falloir retourner au cours, parce que c'est dans le cours que vous allez comprendre tout ça. Donc, la droite SA et AD sont perpendiculaires. Et bien, si je dis que SA et AD sont perpendiculaires, le triangle SAD est un triangle rectangle en A. Ainsi, le triangle SAD est un triangle rectangle en A. D'après le... Et j'enchaîne. Maintenant, c'est facile. D'après le théorème de Pythagore, on écrit SA au carré plus AD au carré est égal à SD au carré. Donc SD est égal à la racine de ce que j'ai. Je remplace SA, c'est combien? C'est 6 à la puissance 2. AD, c'est 8 à la puissance 2. Le tout à la racine. 6, 6, 36. 8, 8, 64. Racine de 100. Donc SD, 10 à la puissance 2 à la racine. Donc SD, effectivement, est égal à 10 cm. Très bien, donc ça c'est la question numéro 1. Je passe à la question numéro 2. Il me demande quoi? Montrer que le volume de la pyramide SABCD et V1 est égal à 48 cm3. Montrant, c'est simple ça, montrant que V1 est égal à 48 cm3. J'applique la règle. V1 est égal à quoi? C'est l'aire de la base. Donc l'aire de la base c'est ABCD. Donc c'est une base rectangle fois la hauteur sur 3. Ça c'est simple. Donc l'aire de la base ABCD, c'est rien que AB fois AD. Et la hauteur de la pyramide, pardon, c'est SA. Et j'applique. Donc V1 est égal à AB fois AD fois SA sur 3. V1 est égal à AB, c'est combien? C'est 3 cm. AD, c'est 8. SA, c'est 6 sur 3. Je simplifie 3 par 3. Et effectivement, V1 est égal à 48 cm3. Très bien, jusqu'à maintenant, ça ira. Question numéro 3. La pyramide SIJKL est une réduction de la pyramide SABCD de rapport 1,5. Très bien, nous avons notre cas de réduction qui est égal à 1,5. Calculez V2, le volume de la pyramide SIJKL. Donc, calculons le volume V2 de la petite pyramide. Donc, le volume 2 est égal à quoi? Le coefficient de réduction, porté à la puissance 3, parce qu'on travaille avec des volumes, fois le volume V1. Donc, est égal à 1 sur 2 à la puissance 3, fois 48. 1 sur 2 fois 2, 4 fois 2, ça fait 8, fois 48. Ça est égal à quoi? C'est 6 fois 8 sur 8. Simplifie 8 par 8. Et ça nous reste un V2 qui est égal à 6 cm3. C'est simple. Je pense que c'est simple cet examen. Ok, on vient de calculer V2. Calculer l'aire du rectangle. Eh ben, je pense qu'on a terminé. Hein. B. Calculant l'aire du
petit rectangle ou du rectangle IJKL, et on va appliquer la règle directement, hein. Donc l'aire de SIJKL est égal à quoi? C'est le coefficient de réduction, c'est le même coefficient de réduction, mais cette fois-ci il est porté à 2, parce qu'on travaille avec des aires, fois l'aire du rectangle ABCD. Et on applique, hein. SIJKL est égal à 1 sur 4 fois AB fois AD. On va l'écrire quand même. SIJKL est égal à 1 sur 4 fois AB qui est égal à 3 cm fois AD qui est égal à 8. Et 8 c'est 4 fois 2. Je simplifie 4 avec 4 et ça me reste aussi 6. C'est comme le volume. Mais cette fois c'est carré, c'est pas cube. Donc SIJK, l'aire de cette base, est égal à 3 fois 2, ça fait 6 cm carrés. Et ben voilà, je pense qu'on a terminé. C'est assez facile. Donc voilà, c'était la correction de l'examen de Casablanca. Je dirais que c'était à la portée, hein, pour le premier exercice, deuxième et troisième, le cinquième aussi, le sixième, je vais dire que la moitié. La toute dernière question, l'avant-dernière question, pour ceux qui sont bien calés en maths. Et ben j'espère que vous avez fait tous les examens que je vous conseille pour avoir 20 sur 20. Sur ce, je vous dis bon courage et à la prochaine dans la correction d'un nouveau examen. Mais cette fois-ci, on va faire la correction de celui de Rabat, Kenitra Saleh. À très bientôt.